Vous sweepez à droite sur quelqu'un qui ne ressemble en rien à votre ex, mais 3 mois plus tard, vous vous disputez exactement de la même façon parce qu'il ne répond pas assez vite au message. Ça vous dit quelque chose? Vous rompez avec le musicien émotionnellement indisponible pour tomber amoureuse d'un artiste émotionnellement indisponible. Vous larguez l'avocat qui a peur de l'engagement et vous vous retrouvez mystérieusement avec un entrepreneur qui a peur de l'engagement. Et si je vous disais que Carl Jung avait prédit ce schéma exact il y a plus de 100 ans et qu'il rirait probablement de voir à quel point nous sommes tous prévisibles? Laissez-moi deviner, vous avez un type. C'est peut-être le bad boy mystérieux aux cheveux bruns avec une moto qui vous fait sentir comme si vous viviez dans un roman d'amour, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il traite son mot de passe Netflix avec plus d'engagement que votre relation. Ou la femme de carrière ambitieuse qui est toujours trop occupée pour des dîners, mais qui a le temps de poster 30 stories Instagram sur son smoothie matinal. Peut-être l'extraverti charmant qui illumine chaque pièce, mais qui n'arrive pas à avoir une conversation profonde sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Nous connaissons tous quelqu'un qui sort avec la même personne sous différents visages encore et encore. Bon sang, peut-être que cette personne, c'est vous. Vos amis le voient. Votre famille le voit. Même votre barista qui entend vos conversations téléphoniques le voit probablement. Vous êtes sorti avec Jack, le photographe qui travaillait sur lui-même et ne pouvait pas s'engager. Puis vous êtes sorti avec Marcus, le fondateur de start-up qui travaillait aussi sur lui-même et ne pouvait pas s'engager. Maintenant, vous dites à tout le monde à quel point Tyler, l'écrivain freelance, est différent, tout en décrivant quelqu'un qui est, vous l'avez deviné, en train de travailler sur lui-même et ne peut pas s'engager. C'est comme si vous castiez pour le même personnage dans le film de votre vie amoureuse, en changeant juste le département des costumes. Voici ce qui va vous épater. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est même pas de la malchance. C'est la Jung psychologie à l'œuvre, opérant en arrière-plan de votre vie amoureuse comme un algorithme Netflix qui ne recommande que la même série avec différents acteurs. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a essentiellement inventé la moitié des concepts psychologiques qu'on lance lors des dîners, avait cette théorie révolutionnaire sur pourquoi nous sommes magnétiquement attirés vers certaines personnes. Il a développé ce qu'on appelle la Carl Jung philosophie autour de quelque chose appelé l'anima et l'animus, et ça explique pourquoi Sarah de la comptabilité ne sort qu'avec des gars qui ont l'air de sortir d'un groupe indie alors qu'elle prétend détester la musique indie. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire d'anima et d'animus? Pensez Y comme votre GPS interne de rencontre qui a été programmé par chaque relation significative que vous avez eue avant même de savoir ce qu'étaient les rencontres. L'anima est l'aspect féminin qui existe dans l'esprit inconscient des hommes, tandis que l'animus est l'aspect masculin dans l'esprit inconscient des femmes. Mais voici où la Jung psychologie devient vraiment intéressante. Ce ne sont pas juste des concepts aléatoires qui flottent dans votre tête. Ils sont formés par vos premières expériences avec le sexe opposé, généralement vos parents. Disons que vous avez grandi avec un père qui était brillant mais émotionnellement distant. Il vous aidait avec vos devoirs de maths comme un professeur patient, mais quand vous vous écorchiez le genou, il tapotait maladroitement votre tête et suggérait de serrer les dents. Avancez de 20 ans, et vous vous trouvez inexplicablement attiré vers des partenaires qui sont incroyablement intelligents, mais qui luttent avec l'intimité émotionnelle. Vous les décrirez comme mystérieux et profonds, mais en réalité, vous ne sortez qu'avec différentes versions de papa. Ou peut-être votre mère était l'âme de chaque fête, charismatique et spontanée, mais aussi imprévisible et sujette aux sautes d'humeur dramatiques. Vous pourriez vous retrouver constamment attiré vers des partenaires qui sont excitants et amusants, mais qui vous font sentir comme si vous marchiez constamment sur des œufs. Vous appellerez ça de la passion alors qu'en réalité, c'est juste un dysfonctionnement familier. Le truc fou avec la Jung psychologie, c'est que nous ne choisissons pas consciemment ces schémas. Votre cerveau n'est pas là en train de se dire « Vous savez ce qui serait amusant? Sortons avec quelqu'un exactement comme cette personne qui nous a donné des problèmes de confiance en CE1. » Au lieu de cela, votre esprit inconscient fait tourner ce système de matching sophistiqué, scannant les partenaires potentiels pour des signatures émotionnelles familières. C'est là que la Carl Jung philosophie devient à la fois fascinante et légèrement terrifiante. Jung croyait que nous ne sommes pas seulement attirés vers des gens qui nous rappellent nos parents, mais vers des gens qui portent la même énergie émotionnelle que notre matériel psychologique non résolu. C'est comme si votre psyché était un missile à tête chercheuse verrouillé sur exactement le type de personne qui va déclencher vos blessures les plus profondes et non guéries. Pensez Y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti cette chimie instantanée, inexplicable? Cette sensation « je te connais depuis toujours » qui vous donne envie d'écrire de la poésie et de supprimer les applications de rencontres? La Jung psychologie dirait que vous ne reconnaissez pas une âme sœur, vous reconnaissez un schéma psychologique. Votre esprit inconscient se tape littéralement dans la main en disant « Oh parfait, voici quelqu'un qui peut nous aider à recréer cette dynamique émotionnelle familière qu'on a apprise dans l'enfance. »
Cela explique pourquoi Emma ne sort qu'avec des gars qui sont des partenaires de projet, des hommes avec des défauts évidents qu'elle pense pouvoir réparer. Son animus a été façonné par une figure paternelle qui avait besoin de soins constants, donc elle est inconsciemment attirée vers des partenaires qui la font se sentir nécessaire de cette même façon épuisante. Elle jurera que chaque nouveau gars est différent, mais ils sont tous des variations sur le même thème. Des hommes capables qui ne peuvent d'une façon ou d'une autre pas gérer les responsabilités d'adultes de base sans son intervention. Ou prenez David, qui ne sort exclusivement qu'avec des femmes qui se font désirer. Son animus est formé autour d'une figure maternelle qui était aimante mais disponible de façon inconstante, donc il est programmé pour équivaloir l'amour avec l'incertitude. Il s'ennuie avec les femmes qui répondent rapidement aux textos et perd l'intérêt pour quiconque est vraiment excité de le voir. Selon la Jung psychologie, il n'est pas superficiel. Il recherche inconsciemment la tension familière d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui pourrait le retirer à tout moment. Ce qui est vraiment fou, c'est comment ça se manifeste dans la culture moderne des rencontres. Nous avons des applications qui nous laissent littéralement filtrer les partenaires potentiels par apparence physique, intérêt et préférence de style de vie, mais nous finissons quand même avec les mêmes schémas émotionnels. Vous pouvez swiper à travers des milliers de profils, sélectionnant soigneusement des gens qui semblent complètement différents de votre ex. Mais si vous n'êtes pas conscient de vos schémas d'anima ou d'animus, vous finirez quand même dans la même dynamique psychologique, juste avec quelqu'un qui écoute de la musique différente. La Carl Jung philosophie suggère que jusqu'à ce que nous devenions conscients de ces schémas inconscients, nous sommes condamnés à les répéter. Ce n'est pas qu'on soit stupide ou qu'on ait mauvais goût en partenaire, c'est qu'on opère à partir d'une partie de notre psyché qui a été programmée avant qu'on ait le moindre choix dans l'affaire. Votre moi de 7 ans a observé comment l'amour fonctionnait dans votre foyer et a décidé « Ok, c'est à ça que ressemblent les relations, et ce moi intérieur de 7 ans dirige encore les opérations dans votre vie amoureuse. » Mais voici la partie pleine d'espoir de la Jung psychologie. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Une fois que vous commencez à reconnaître vos schémas, vous pouvez commencer à faire des choix conscients au lieu d'inconscients. Vous pouvez commencer à vous demander « Suis-je attiré vers cette personne parce qu'elle est vraiment compatible avec qui je suis maintenant ou parce qu'elle me semble familière d'une façon qui me ramène aux dynamiques de l'enfance ?» L'objectif n'est pas de lutter contre votre anima ou animus. La Carl Jung philosophie nous enseigne que ces aspects de notre psyché ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des parties de nous-mêmes à comprendre et à intégrer. Au lieu de chercher inconsciemment le même type de personne, vous pouvez consciemment choisir des partenaires qui complètent votre croissance plutôt que de juste déclencher vos affaires psychologiques inachevées. La Jung psychologie nous montre que nos schémas de rencontres répétitifs ne sont pas des défauts de caractère ou de la malchance, ce sont des invitations à nous comprendre plus profondément. Et peut-être, juste peut-être, une fois qu'on arrête de rire de nos choix prévisibles et qu'on commence à être curieux à leur sujet, on peut finalement se libérer du cycle et trouver quelque chose de vrai. Après tout, Jung dirait probablement que la meilleure relation est celle où les deux personnes sont assez conscientes pour voir leur schéma et assez courageuses pour choisir quelque chose de différent.